Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être là dans cette salle à Paris et en ligne pour ceux qui nous suivent en direct ou en replay. Nous avons la chance d'avoir plusieurs intervenants pour parler de ce nouveau genre, de cette nouvelle approche de la BD. Point d'interrogation, on y répondra. Qu'est le webtoon aujourd'hui à ma droite, donc Sébastien Célimon, Éloi Morterol, Antoine Pierce et Thierry Rodriguez. Représentant différentes maisons d'édition, événements de bande dessinée ou étant auteur de bande dessinée et de webtoon. Je vais les laisser se présenter chacun, présenter leurs activités, leurs maisons ou leurs événements, et puis on entamera les débats juste après. Je veux également vous signaler que c'est une table ronde, mais c'est aussi le moment de poser vos questions. Donc un temps de questions-réponses sera réservé pour vous à la fin de cette heure qu'on va passer ensemble. Et je laisse d'abord la parole à Sébastien Célimon, qui est consultant et organisateur du premier festival Webtoon. Merci Benjamin. Est-ce que vous m'entendez bien ? Alors oui, alors moi je suis donc Sébastien Célimon, juste pour vous donner un peu des points de repère très rapidement. J'ai écrit en 2011 le premier essai sur la BD numérique, c'était la très haute antiquité. J'ai été directeur du numérique chez Glénat pendant combien ça faisait 6 ans à peu près, non moins que ça, 5 ans. Et puis ensuite je suis devenu indépendant et je me suis mis à enseigner l'édition numérique. Alors je vois des étudiants, peut-être que vous avez vu un de mes bouquins qui est sur l'état du marché du livre numérique, qui est sorti en 2018 au Cercle de la Librairie. Ça vous dit peut-être quelque chose. Cette toute petite introduction, simplement pour vous dire que moi, le livre numérique et la BD numérique, c'est mon sujet depuis plus de 15 ans. Tout à l'heure, je crois, j'ai croisé Virginie Cleyssen, que j'avais rencontrée lors des book camps il y a très longtemps, dans une autre vie. Et voilà, donc simplement pour vous dire d'où je parle. Effectivement, très rapidement, j'ai organisé un projet, un festival, un événement au mois d'octobre dernier, donc il y a un gros mois, qui s'appelle le World Wide Webtoon et qui s'est voulu le premier festival européen sur le Webtoon, mais spécialement sur le Webtoon. Et on en va y revenir probablement, mais en substance, j'ai voulu donner une double coloration à cet événement, avec 2 jours pro, donc jeudi, vendredi, et 2 jours grand public, samedi, dimanche, pour rencontrer en particulier les auteurs. Et ce que je voudrais vraiment témoigner, et quelque part vous l'illustrer aujourd'hui, et certains d'entre vous d'ailleurs étaient présents, clin d'œil à Estelle qui est devant, c'est que le webtoon est vraiment un sujet pour tout le monde aujourd'hui, puisque l'événement pro a réuni une 50aine de professionnels de toutes les industries culturelles, pas uniquement de l'édition, mais des gens du jeu vidéo, des gens de l'animation, des gens de l'audiovisuel, des gens du ministère de la Culture, de l'un des institutionnels, des gens qui sont venus d'un peu partout dans le monde. Ça a été pour moi une immense surprise, et une très belle surprise évidemment, et où on a débattu et exposé un petit peu de manière très transversale l'état du webtoon en France et en Europe aujourd'hui, au regard de ce qui se passe en Corée, évidemment, on va y revenir. Et puis, il y a eu 2 jours grand public où là, il y avait un plateau d'une 15aine d'auteurs, européens essentiellement, italiens, français, espagnols, une autrice coréenne, et puis plein d'animations, plein d'expérimentations. Et donc, je termine rapidement là-dessus, le festival a été pour nous un laboratoire. Parce qu'un auteur de webtoon aujourd'hui, et tous ceux avec qui je discute, les jeunes professionnels français du webtoon, qu'Antoine par exemple représente ici, ne sont pas des auteurs de bande dessinée traditionnels qui ont envie simplement de s'asseoir derrière une table et de dédicacer des bouquins, parce que parfois il n'y a pas de bouquins tout simplement, il y a des tablettes, il y a des smartphones, et ils ont leurs propres univers, ils ont leur propre TPE, pardon, ils ont leurs propres goodies, leur propre merchandising, et surtout ils ont leurs propres envies. Et donc rapidement je termine là-dessus, les auteurs qui étaient présents au festival Webtoon, donc moi la première chose que j'ai fait quand je les ai invités, c'est de leur dire mais dites-moi, la page est blanche, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Ce festival, c'est le vôtre, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et là, je m'attendais à ce qu'il y ait, oui, moi je veux faire des signatures, voilà. Et ils ont eu une richesse de propositions assez dingue, où, même à certains égards, le webtoon en tant que tel est un petit peu passé au second plan, parce que c'était avant tout des artistes qui s'exprimaient. Donc moi j'ai envie de leur rendre hommage là, en étant présent ici, et puis dire que pour les prochaines éditions du festival, donc ça sera sans doute en octobre l'année prochaine 2023, on va garder cet ADN là, de dire les auteurs prennent le festival comme un laboratoire, pour montrer leur création, pour montrer la diversité, pour
aller en rencontre de leur public et puis montrer que le webtoon, on va y venir, c'est pas seulement une bande dessinée sur un smartphone, c'est beaucoup plus que ça. Voilà, merci. Merci Sébastien. Thierry Rodriguez, vous êtes directeur général de Verytoon. On va regarder une petite vidéo avant pour montrer ce qu'est Verytoon du groupe Delcourt et ensuite on vous écoute. Alors elle est là, il y a le carré déjà, c'est pas mal. Et après normalement il y a la vidéo qui se lance, sauf si c'est moi qui dois appuyer, mais normalement non. Et si. Voilà Thierry. Ouais, je crois que j'ai plus rien à dire, hein, je crois que vous avez compris. C'était bien synthétique, oui. Ouais. Donc je suis responsable de la plateforme Verytoon. Donc la plateforme Verytoon, c'est une plateforme de webtoon qui a été lancée par le groupe Delcourt en janvier 2021, qui a été lancée en même temps qu'une offre papier avec le label K-Books. Vous avez peut-être vu effectivement notamment la licence Solo Leveling en K-Books. Donc c'est une offre qui est donc la première offre montée par un éditeur français, donc en plein Covid. Avec un modèle de freemium, donc on y reviendra, mais voilà, vous achetez des packs qui contiennent des coins, et avec ces coins, vous pouvez lire effectivement les épisodes de Webtoon. Sommairement, la plateforme Verytoon donc, est disponible aujourd'hui pour le Pass Culture. Ça, j'y reviendrai, notamment par rapport à la jeune génération. Aujourd'hui, c'est à peu près 120 séries en ligne, à peu près 7 à 8 000 épisodes publiés depuis le lancement. Il y a différents genres qui sont proposés dans les webtoons, et notamment le genre de la romance, mais pas que, effectivement, de la fantasy, du boys love, tranche de vie, etc. La plateforme est donc disponible effectivement dans sa version web à l'adresse verytoon.com, mais également bien sûr sur les stores Android et Apple, avec évidemment l'application Verytoon, qui vous permet effectivement à la fois de lire, acheter et consulter évidemment les épisodes online ou offline. Voilà, on est une équipe de 7-8 personnes dédiées effectivement au label K-Books et à la plateforme Verytoon aujourd'hui. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement un éditeur papier se lance sur une plateforme numérique, développe la production, la distribution, le business vraiment du webtoon. Donc on a vraiment initié un nouveau secteur, vraiment une nouvelle entité au sein du groupe Delcourt au travers de effectivement ce projet Webtoon. Et je conclurai en disant qu'aujourd'hui la plateforme Verytoon propose des licences coréennes, exclusivement des licences coréennes. Bon, ça c'est pour le moment depuis 2 ans. C'est quelque chose qui risque d'évoluer effectivement à l'avenir, notamment en 2023. Voilà. Très bien, merci. Éloi Morterol pour la Webtoon Factory Dupuis. Absolument, bonjour à tous et toutes. Du coup, moi je représente le groupe Média Participation par l'intermédiaire de la société Dupuis et de son studio Webtoon Factory. Webtoon Factory s'est lancé il y a 4 ans, fin 2018, quelque chose comme ça. On a choisi exclusivement, dès le départ, de faire de la création et non de l'achat de droits. Donc ça va être notre principale différence avec Verytoon. N'hésitez pas à choisir votre interlocuteur pour les questions en fonction. Donc il y a 4 ans, on s'est lancé dans la création. Aujourd'hui, on a un peu plus de 150 auteurs et autrices qui travaillent avec nous, un peu plus de 8 nationalités, essentiellement franco-belges, bien sûr, vous imaginez bien. On a un peu plus de 70 séries en ligne et 50 séries en production. À partir de janvier, Webtoon Factory va vraiment se concentrer sur la création et nous serons diffusés par Ono, qui va être la plateforme du groupe Média Participation. Là-dessus, globalement, on a exactement le même fonctionnement que n'importe quelle plateforme coréenne, typée Picoma, Kakao Page et à la marge, bien sûr, Verytoon. On n'a pas inventé les modèles, hein. Les Coréens les ont créés il y a bien longtemps. Ono arrivera avec 150 séries à peu près, dont une centaine de séries de traduction coréenne, mais ce n'est pas du tout mon domaine. Si vous avez des questions, je ferai ce que je peux pour y répondre. Je vous ai mis quelques exemples de séries les plus connues
qu'on a pu créer au cours de ces 4 dernières années. Il y a bien sûr Arena, qui est le webtoon du chef otaku, qui a été créé avec un studio indonésien. On pourra revenir sur cette expérience qui est vraiment l'expérience coréenne de création par excellence. Le Grand Retournement par Mr. Box, Soma par Tali Chelen et Pierre Castel, et bien sûr Chronique Brutale par Antoine Pierce, que je vais laisser se présenter. Voilà, Merci Eloi. Donc Antoine, vous êtes l'auteur de Chronique Brutale, l'auteur Webtoon Factory, un des auteurs emblématiques de cette première vague, en tout cas de ces premières années de la Webtoon Factory. Voilà, c'est ça. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Antoine Pierce. Je suis auteur de bande dessinée et de jeux vidéo depuis 6 ans. J'ai créé les Chroniques Brutales pour Webtoon Factory en 2018. On a fait 2 saisons complètes. Moi, je viens plutôt d'une tradition de la bande dessinée franco-belge, et c'était l'occasion pour moi en fait d'explorer une nouvelle façon de raconter des histoires qui soient sous un format vertical, un format webtoon, mais des histoires d'une création originale franco-belge dont le ton et l'humour sont des choses plus connotées localement. Alors justement, Antoine, on peut peut-être en parler tout de suite. C'est l'attrait de la verticalité, ou c'est l'attrait du support numérique, ou c'est l'attrait ou c'est la volonté de se tester sur quelque chose qui vous a attiré dans le webtoon, ou c'est peut-être le lien avec les communautés de lecteurs qui ne sont pas les mêmes que forcément que les lecteurs en librairie? Déjà, de fait, moi j'ai toujours eu une approche très numérique de la bande dessinée et de la création en général, puisque j'ai fait un jeu vidéo avant de faire de la bande dessinée. Et j'ai publié toujours en fait mes créations de bande dessinée sur les réseaux, sur Internet, ce qui m'a toujours permis d'avoir un contact proche et privilégié avec les lecteurs. Donc pour moi en fait le webtoon je l'ai vu comme un héritage des blogs BD et de toute cette tradition de création en ligne. Donc ça m'a pas surpris. Maintenant, le fait de travailler en vertical par opposition à un gaufrier classique, donc vous savez la division en cases d'une page, c'était un challenge technique qui m'a intéressé. C'est quelque chose que je pense en tant qu'artiste, on a toujours envie d'expérimenter un peu ce qu'on peut faire en narration. Et voilà, il y a des exemples par exemple que vous pouvez voir. Sur le slide d'avant, en fait, j'ai essayé de reprendre une scène de mon webtoon et de le diviser en cases. Donc ça, c'est ce que ça donnerait sur un format classique, sur un format gaufrier. Donc là, on a 2 pages d'une bande dessinée, telle qu'on pourrait le voir dans n'importe quelle bande dessinée. Et sur la slide suivante, on peut voir voilà, les cases telles qu'elles apparaissent dans le webtoon, où en fait, c'est une seule haute case. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer dans le papier. Et moi, ça m'intéressait de voir ce qu'on pouvait faire sur ce nouveau format. Alors, Antoine, vous avez évoqué les blogs BD ou Oui. même les webcomics. Mais alors, est-ce qu'il y a une différence entre ça? Est-ce que le webtoon, c'est juste le nom coréen pour tout ça? Ou est-ce qu'il y a une vraie différence? Sébastien, qui suivait le numérique depuis une quinzaine d'années, on l'a bien compris. Est-ce que vous pouvez nous définir ça? Est-ce qu'il y a vraiment une vraie différence? C'est en l'an de grâce 1512 qu'à Séoul... Non. Alors, pour répondre en partie à ta question, dès lors que les écrans d'ordinateur se sont fait suffisamment qualitatifs pour qu'on puisse dessiner directement dessus, des artistes du monde entier ont investi l'écran d'un ordinateur en se disant qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et notamment des artistes de bande dessinée. Et partant, il y a eu depuis 25 ans énormément d'expérimentation dans le champ de la bande dessinée sur l'écran. Alors, je ne vais pas tout retracer, mais en substance, il y a eu dans le monde entier vraiment plein d'auteurs qui ont abordé la question sous plein d'angles différents, en rajoutant du son, en rajoutant de l'animation, en simulant du point and click, en s'orientant vers le jeu vidéo, vers l'animation, etc., dans l'hybridation. Il y a eu en effet les blogs BD qui ont vraiment, en France particulièrement, été remarqués avec Pénélope Bagieux et toutes ces créateurs et ces créatrices qui ont émergé dans ces espaces-là dans la première décennie des années 2000, du siècle 2000. Et pendant ce temps-là en Corée, et là je peux le dire, en début 2000, il y a eu une volonté d'investir l'écran de manière, on va dire, non naturelle, puisqu'en fait, un écran d'ordinateur, c'est un écran en format paysage. Vous savez, c'est la scène de théâtre. Un écran de téléphone portable, c'est un format portrait. Et donc, de manière non naturelle, les Coréens, on s'est dit, mais nous, on va s'amuser à faire du scroll
verticale, d'abord donc sur des blogs, comme en Europe. Et puis, comme vous le savez, en Corée, ils ont une certaine avancée technologique en matière de terminaux mobiles. Évidemment, puisque le plus grand fabricant au monde de téléphones portables s'appelle Samsung, et c'est pas un hasard. Eh bien, ils se sont dit, quand les smartphones sont arrivés à la fin des années 2000, toujours de la même décennie 2000, et si on proposait des bandes dessinées sur les smartphones. C'était un moment où aussi, concomitamment, le marché du manhwa, c'est-à-dire la bande dessinée coréenne papier, était particulièrement sinistré. Et donc le marché des industries culturelles, ce qu'on appelle, nous désormais, l'Hallyu, c'est-à-dire la vague de la pop culture coréenne qui déferle sur le monde, s'est mis au tout numérique. Et le webtoon est quelque part une résultante de tout ça, d'un certain nombre de faisceaux. Et donc c'est une société qui s'appelle Dome, qui ensuite a été rachetée par Naver, si je ne m'abuse, qui a créé le webtoon sous sa forme telle qu'elle est à peu près connue aujourd'hui, c'est-à-dire un scroll vertical sur un device, un support, un terminal mobile. Voilà. Et ensuite, ils ont adapté en fonction de différents modèles économiques qui existaient déjà, typiquement soit avec de la publicité, soit avec des tokens, soit avec de l'abonnement, etc., etc., etc. Mais la forme du webtoon, dans la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui et qu'on la débat aujourd'hui et que nos amis la diffusent aujourd'hui, ça, en gros, en Corée, ça fait 15 ans qu'ils sont à fond dedans et mais les petits camarades, notamment Thierry, pour en témoigner. Le webtoon en Corée, c'est comme le manga au Japon. C'est-à-dire que là, on est sur une autre planète. Voilà. Alors justement, c'est très lié le format du webtoon avec son format de diffusion. On est sur de la consultation, de la lecture sur mobile, mais aussi sur un système de diffusion et de vente, forcément, qui est assez unique. Et en ça n'imite pas le manga numérique, c'est encore autre chose. Thierry. Oui. Enfin, pour reprendre ce que dit Sébastien, c'est qu'effectivement le succès du webtoon, effectivement, il y a plusieurs facteurs. Il y a effectivement le format. Le scroll vertical, en fait, c'est un format universel. Vous lisez du manga droite à gauche, vous lisez de la BD, de la comics, ça s'adapte à tout. Donc ça, c'est la première force. La deuxième, c'est que on ne le dit pas assez souvent, mais le webtoon, contrairement par rapport à la réflexion sur les transmédias, multimédia, les Coréens ont vraiment mis en place une industrie du webtoon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le webtoon s'est implanté en Corée parce qu'effectivement, il y avait un marché, il y avait une réflexion économique. Donc, réflexion sur la production, réflexion sur la distribution, réflexion sur le business model, et notamment les fameux coins et la monnaie. En fait, la Corée, on parlait tout à l'heure de la romance, le marché coréen demande de la romance, l'économie du marché demande de la romance, donc on produit de la romance. Alors ça n'empêche qu'il peut y avoir, comme Antoine, des auteurs effectivement qui émergent, et on fait émerger des auteurs, bien évidemment, mais ça c'est quelque chose d'assez particulier sur la Corée. Après, on retrouve dans le webtoon beaucoup de codes de la BD, du comics, etc. Mais avec un traitement, évidemment, fait par la Corée du Sud, au même titre que que le Japon fait pour le manga. Et je pense que par rapport, en tout cas, au marché français, il y a un lien qui se fait aussi sur la manière de raconter ces histoires, en tout cas sur le mélodrame, la romance, qui touche particulièrement les lectrices françaises, qui fait le succès d'ailleurs du webtoon en France et en Europe, et en particulier en France. Donc je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que le webtoon. Et pour finir, effectivement, il y a cette fameuse vague à Lyon, parce qu'il y a, en fait, dans le cadre de l'économie, les Coréens ont dit, on prend une source et on va la démultiplier. Donc ils prennent une source qui peut être un web novel, un webtoon, ils le déclinent en film, ils le déclinent en drama, ils le mettent en relation avec les concerts de K-pop, ils rajoutent de la K-beauty pour un titre comme True Beauty. Donc il y a cette espèce de one source, multiple use, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une mutualisation qui s'est opérée. Et tout ça fait qu'effectivement le webtoon est dans cet état aujourd'hui, après, comme dit Sébastien, 10-15 ans de maturation, mais avec effectivement un modèle qui est vraiment bien, qui a été travaillé en fait, qui est lié à cette économie. Mais alors ce modèle, qu'on comprenne bien, il est donc bien coréen, il est créé pour ça, pour développer ses licences à partir d'une source unique. Est-ce qu'il est déclinable en France, Eloi Morterol? Est-ce que vous pensez, Webtoon Factory, c'est faire du webtoon en France, mais de quelle manière? Vous le faites pas à la coréenne, pas tout à fait? Non, on ne le fait pas du tout à la coréenne, déjà parce que le marché du travail n'est pas le même, on n'a pas les mêmes lois qui protègent la création, à vrai dire on n'a même pas le même code de propriété intellectuelle, donc autant dire qu'il y a quand même énormément de freins, en plus d'avoir 9000 km de distance. Donc c'est deux volontés complètement différentes, effectivement la vague coréenne, exactement comme la vague japonaise déferle sur la France,
Pourquoi? Parce que le marché français est un des marchés les plus poreux en termes de bande dessinée. On adore lire la bande dessinée, la nôtre, mais aussi celle des autres. La seule raison d'ailleurs, si on doit retourner aux sources, pour laquelle la bande dessinée américaine n'a pas déferlé, c'est parce qu'en 1949 devait y avoir une loi extrêmement protectionniste créée par les Belges, notamment avec le journal Spirou, ce qui a tout bloqué, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. En revanche, quand Dupuis et Média Participation se lancent dans la création de Webtoon, c'est pas dans l'idée de copier ou de mal copier, même dirais-je, une industrie culturelle extrêmement performante qui a ses propres codes et son propre marché. On voit Solo Leveling et L'Or Olympus à l'écran. Solo Leveling est un des webtoons coréens, si ce n'est le webtoon coréen le plus lu dans le monde. Et L'Or Olympus est un webtoon américain, si jamais je me trompe. Néo-zélandais. Elle est néo-zélandaise. Voilà, moi, je voudrais la faire venir pour le festival, autant te dire que ça va me coûter un bras. Hein. Donc, publié sur Never US. En l'occurrence, quand Webtoon Factory fait de la création, c'est l'idée d'utiliser ce nouveau média, de faire émerger une nouvelle génération d'auteurs. On va en parler tout à l'heure, c'est pas les mêmes enjeux, c'est même pas la même façon de créer. Donc ça veut dire que quand Antoine fait Chronique Brutale ou quand Antoine est scénariste sur Escroc Héros ou d'autres séries qu'on a ensemble, c'est un auteur tout seul. En Corée, tu parlais de DOM, on peut parler de Never, on peut parler de Wattpad, on peut parler de Reverse. C'est des studios qui engagent en fait exactement comme des studios d'animation. Donc il faut imaginer, là, j'en reviens, j'ai pu visiter les bureaux, c'est tout à fait impressionnant. Vous avez à peu près entre 180 et 400 dessinateurs, scénaristes, storyboarders, coloristes, background artistes, qui sont à demeure dans des bureaux. Donc c'est des employés. Hein. Donc pour ceux qui travaillent dans l'édition ici et dans l'édition de bande dessinée, maintenant imaginez 400 personnes dans les bureaux de Média Participation qui dessinent et qui écrivent. Alors personnellement c'est un rêve, bien sûr, en tant qu'éditeur, qui ne rêverait pas de ça? Mais c'est même pas notre propriété intellectuelle. C'est quoi le contrat exactement? Enfin, quel serait le contrat? Je crois qu'il y a une conférence à côté qui est vachement intéressante là-dessus, mais restez là s'il vous plaît. Alors justement, Antoine, vous, ça vous tente pas, alors peut-être pas 400 tout de suite, mais d'être déjà à plusieurs sur la création d'un webtoon pour répondre aussi à ce format, ce qui demande, et Thierry l'a exprimé tout à l'heure, une récurrence des épisodes, un contenu régulier à la mode des séries ou dans une diffusion en tout cas qui rend un peu addictif, quoi. Je suis assez tenté par la perspective de diriger un studio, oui, mais je n'ai jamais travaillé sur une bande dessinée en équipe de plus de 2 personnes à ce jour. Donc je n'ai pas encore pu expérimenter le travail de studio complet pour une série. Cela étant dit, pour le jeu vidéo et pour des domaines comme l'animation, c'est la norme. Donc je pense que c'est quelque chose de tout à fait envisageable dans la mesure où le webtoon, c'est un format un peu à mi-chemin entre quelque chose de digital comme le jeu vidéo, de numérique pardon, quelque chose de numérique comme le jeu vidéo et quelque chose comme la bande dessinée. Donc qu'on puisse travailler en studio sur ces questions-là, ça me paraît... C'est pas les mêmes attentes en termes de lecture. On peut tout à fait imaginer des séries réalisées collégialement par opposition en fait à la figure de l'auteur classique. Maintenant, même les séries réalisées par des studios en général sont la vision d'un auteur. Il y a un scénariste ou il y a un showrunner de la série qui va proposer sa vision, qui propose sa gestion de la narration, et le studio en fait c'est une application technique de sa proposition. Mais alors, qu'est-ce qui freine ce développement-là? Est-ce qu'il y a seulement le droit d'auteur, le droit de propriété intellectuelle français, ou est-ce que, parce que le marché n'est pas dimensionné comme ça aujourd'hui, à cause ou grâce à la concurrence du livre papier aussi? Sébastien, puis Éloi après, oui. Oui, merci. Un élément de réponse, c'est peut-être parce qu'on est encore un peu tôt dans l'histoire, tout simplement. Webtoon Factory, vous avez 4 ans, c'est peu au regard de développement d'un nouveau savoir-faire. Alors moi je voulais apporter un petit complément sur ce que disait Antoine, et c'est que en effet aujourd'hui l'approche du Webtoon en tant qu'objet créatif, c'est quelque chose qui intéresse autant les gens de l'édition que les gens des autres industries culturelles, notamment parce que les pipelines de production, et tu l'as dit, se rapprochent, dans une certaine mesure, peuvent se rapprocher de l'animation. Mais c'est plus amusant que ça, si je puis dire, parce que une information que j'ai pu avoir grâce justement à certains intervenants au festival, mais c'est arrivé comme ça, c'est qu'en fait, par exemple, au Japon, où le webtoon est devenu un sujet absolument fondamental, les jeunes japonais qui veulent apprendre à faire du webtoon, ils ne le font pas dans les écoles de manga, ils le font dans les écoles d'animation.
tout simplement parce que le webtoon, c'est penser un écran, c'est penser de la couleur, et donc on est trop loin du format manga qui est le format extrêmement précis et circonstancié de la page avec le noir et blanc, la trame et une écriture vraiment très très particulière. Et donc aujourd'hui, le webtoon ouvre des nouveaux champs au Japon. Alors en Corée, il y a carrément effectivement des écoles absolument incroyables, des académies de webtoon à des niveaux stratosphériques. Mais voilà. Et pour finir de répondre à ta question, aujourd'hui, en réalité, il y a des amorces de démarches à travers certaines structures en France, des structures de l'édition traditionnelle, si je puis dire. Encore Média Participation est plutôt moteur sur le numérique depuis très très longtemps, parce qu'ils ont un savoir-faire dans l'animation, ils ont un savoir-faire dans le jeu vidéo, ils ont un savoir-faire dans le parc d'attractions. Enfin, ils savent, en tout cas, ils acquièrent des compétences sur la gestion des IP. Et il y en a d'autres. Il y a par exemple nos amis d'Ankama qui ont des réflexions aujourd'hui. J'en sais pas plus que ça, à part qu'ils ont des vraies réflexions pour développer du webtoon, parce que eux, ils ont des communautés autour de leurs univers, et c'est cohérent. Les gens de chez Ubisoft, pour parler d'une autre industrie, les gens de chez Ubisoft ont des gens qui sont dédiés, qui réfléchissent au webtoon aujourd'hui, parce qu'ils ont des licences comme Assassin's Creed ou comme The Last of Us, pardon. Il y a les séries qui arrivent, et ben le webtoon va être c'est ce fameux cross-média dont on nous a bassiné pendant 20 ans, aujourd'hui a une vraie réalité. Le webtoon s'intègre dans le cross-média. Voilà. Et donc les assets qui vont être créés pour le jeu vidéo ou les assets qui vont être créés pour l'animation peuvent être, suivant des pipelines de traitement, devenir des assets pour notamment le webtoon. Voilà. L'idée, c'est vraiment le webtoon s'intègre dans un écosystème. Non, ça va. Vous n'aurez plus la parole après, mais hello. Oui, je vais essayer de venir en complément. Déjà, vous voyez à l'écran la série Colossal qui a été publiée par Never et écrite par Rutil et dessinée, mis en couleur, et les backgrounds également, je pense, par Diane Truc. Voilà. Pour la précision, pour ceux qui voudraient aller lire, à apparaître chez Jungle en format papier en janvier 2023. Merci pour eux. Excusez-moi, voilà. Tout ça n'est pas Média Participation, mais néanmoins, c'est excellent. Donc, allez lire. On vous la montre parce que c'est une des séries françaises qui, effectivement, a réuni la plus grande communauté de lecteurs. Voilà. Et du coup, je vais le prendre en exemple parce que ça me permet de prendre d'autres exemples que Webtoon Factory, parce qu'effectivement, l'autre producteur de Webtoon français, c'est Never, par l'intermédiaire de la société Line Webtoon. Donc, c'est pas dur, c'est celle qui est vert fluo. Voilà. Franchement, c'est très, très facile à reconnaître. Et c'est le deuxième ou premier, en fonction, c'est un peu la course entre nous, producteurs de webtoon européens. Donc pour répondre à ta question, en fait, ça va être difficile pour le marché français pour l'instant de se former autour de studios comme à la coréenne, parce que c'est vraiment une question de la vision de l'artiste en France. Alors pareil, si je dois remonter à qu'est-ce qu'un artiste en France et depuis quand, on va remonter à vraiment 200 ans et on va passer par la littérature française. Donc ça risque d'être un peu long, mais néanmoins passionnant, bien sûr. Donc pour l'instant, ça va être délicat. De fait, il y aura des tentatives, et il y a déjà des tentatives, à vrai dire, de notre part, avec des studios plutôt de l'animation, mais ça pose énormément de questions. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va plutôt s'orienter, comme avec Colossal, avec deux créatrices très fortes, c'est ce que tu disais. Donc on va dire une artiste principale au niveau dessin et une artiste principale au niveau scénario, qui, elles, vont gérer leur pool d'auteurs. Donc par exemple, parce qu'il faut répondre à une production d'un épisode par semaine, et si une semaine quelqu'un est en galère, on va appeler un coloriste, un background artiste, un lettreur, un correcteur, etc. Ça va être à charge de l'artiste de gérer son studio. Et ça, le meilleur exemple que j'ai trouvé pour y faire référence, c'est ce qu'on faisait avec Spirou, pour le coup, dans les années 60-65, quand les auteurs devaient bizarrement rendre 1 à 10 planches par semaine pour nourrir ce magazine. Alors, peut-être qu'on est en train de commencer à avoir une partie de ma réponse sur est-ce que le webtoon est une nouvelle forme de bande dessinée ou pas. Ah, quel suspense. C'est une vieille, oui, ici, ce serait plutôt une vieille forme modernisée, quoi. En fait, je pense qu'on n'arrête pas de réinventer le fil à couper le beurre, quoi. C'est merveilleux, le cliffhanger, ça fait revenir des lectrices et des lecteurs chaque semaine. Et autant vous dire que pour un éditeur, c'est quand même un truc qu'on cherche à faire depuis un paquet de temps. C'est pas nouveau. Pareil, on peut remonter à la littérature française. C'est pas nous qui avons inventé le feuilleton. Enfin, je veux dire, ça a été inventé avant la bande dessinée. C'est ça qui est merveilleux. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, le studio Webtoon est en France au balbutiement.
Et c'est, je ne vous le cache pas, beaucoup plus facile d'appeler des studios qui existent déjà en Corée ou en Indonésie. Et c'est ce que nous, on fait avec plusieurs de nos séries. Ils sont équipés, il y a plein de monde. C'est à peu près parfait. Oui. Juste, pardon, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est vraiment essentiel qu'on ait tous en tête le fait que le webtoon, aujourd'hui, s'intègre dans des pratiques de consommation culturelle qui sont vraiment partagées, c'est-à-dire que le webtoon, la première fois que j'ai rencontré les gens de chez Naver, c'est l'un des 2 Google coréens avec Kakao, qui est donc l'un des 2 acteurs majeurs du webtoon. Ils m'ont dit, nous, on se considère comme étant le YouTube de la bande dessinée. Après, je les ai revus, ils m'ont dit, non, en fait, on n'est pas YouTube, on est Webtoon, parce qu'on a pris notre place et on est devenu un acteur tellement majeur qu'on n'a pas besoin de se comparer à quelqu'un d'autre, on est là. Et là où je veux en venir, c'est que, en fait, le retour au feuilleton que tu viens d'évoquer, c'est quelque chose, en fait, qu'on retrouve, mais pas seulement dans le webtoon, dans le podcast. On le retrouve évidemment quand on va voir les séries sur Netflix. Cette frénésie, ce binging, comme on dit en bon français, de contenu numérique, c'est le webtoon participe de ça et s'inscrit là-dedans. Et en fait, c'est vraiment pour ça que le timing est bon pour le webtoon, comme il a pu ne pas être bon il y a 15 ans en arrière pour d'autres initiatives comme Aquafadas oui, par exemple, à l'époque, c'est-à-dire des initiatives dans le genre du numérique qui avaient raison, mais trop tôt. Voilà. Et donc, vraiment, il faut vraiment se dire que c'est un phénomène qui est global et du coup qui permet de tirer des liens entre les industries culturelles. C'est aussi ça le webtoon. Thierry en parlait, le webtoon, ça ouvre vers la K-pop. BTS a un webtoon, par exemple. Voilà. Donc, vraiment, ayez en tête que ça fait partie, ça s'intègre vraiment dans un écosystème. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour faire vivre ce webtoon-là, même juste financièrement, puisqu'il y a des partenaires coréens, il y a des licences à acheter, il y a des studios de création à financer, est-ce qu'on est pour l'instant obligé de passer par l'étape livre? On l'a évoqué avec Colossal, avec la sortie en début d'année. Les chiffres du livre, de l'adaptation du livre Solo Leveling ou même Lore Olympus chez Hugo BD font envie à beaucoup. Est-ce que c'est une étape importante pour financer la suite et le développement, Thierry? Oui, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en Corée, il y a 60 millions de Coréens, la moitié, il y a 30 millions de Coréens qui lisent du webtoon tous les jours, tout le temps, partout. Quand on regarde le marché français, il y a des gens qui ont des livres, fort heureusement dans les métros. Donc on a tenu compte de ça. Après, il y a, en tout cas par rapport à l'offre K-Books, il y a vraiment eu un travail d'adaptation, de créer une BD coréenne. Ce n'est pas une notion d'homothétie en disant on prend un webtoon et on le met sur du papier. Il y a vraiment eu, en tout cas de notre part, le fait de dire il y a là un secteur qui peut être intéressant. Pourquoi il y a un secteur qui peut être intéressant? C'est parce que aussi, on a vu par des expériences au Japon, notamment, sur le webtoon, qu'un certain nombre de jeunes générations qui venaient des réseaux sociaux pouvaient arriver par le webtoon et lisaient également du manga. Donc il y a aussi la réflexion de se dire le webtoon peut marcher, et il peut d'autant plus marcher parce que par rapport au public franco-belge qui est un petit peu plus âgé en tout cas, il peut y avoir des jeunes générations qui vont découvrir la lecture au travers du webtoon. Et ces jeunes générations viennent de TikTok, comme on l'a vu ce matin, viennent d'Insta, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi de très intéressant pour un éditeur. Après, il est clair que le marché français, c'est un marché du papier, et que donc il nous paraissait effectivement pertinent de faire, en tout cas dans la pédagogie, d'amener aussi en tout cas la Corée au travers aussi d'une BD coréenne. En tout cas, nous, on se bat pour dire, voilà, il y a la BD coréenne, il y a le manga, c'est pas la même chose. Il y en a une qui est en couleur, il y en a une qui est en noir et blanc, ça se lit, enfin voilà, il y a une vraie différence. Et ça aussi, il y a une confusion qui peut arriver. Et je finirai aussi par un élément important, c'est que le marché français, c'est le deuxième marché du manga. Donc ça, c'est aussi une dimension par rapport à l'Asie, par rapport au fait que, effectivement, en tout cas, les Français, les Françaises, etc., sont intéressés par le manga. Et donc, tout naturellement, on imagine des ponts entre le manga effectivement, et le webtoon. Ça, ça fait partie d'une réflexion effectivement stratégique de la part des éditeurs, en tout cas sur la BD. Justement, c'est intéressant cette confusion qui peut exister par moment entre manga et webtoon. Est-ce que c'est une confusion purement esthétique dans le sens où ceux qui n'ont pas l'habitude d'en lire trouvent que ça ressemble et c'est des codes graphiques qui seraient plus asiatiques, on va dire, même si ça me paraît un peu bizarre, mais il y a quand même la couleur, le noir et blanc, c'est un peu différent. Mais est-ce que cette confusion elle est entretenue par un côté esthétique? Quand on voit Lore Olympus qui sort en bouquin papier, on peut ne pas deviner que ça vient d'un webtoon. Oui, alors il y a quand même une dimension dans les histoires et dans la vie quotidienne des Coréens.
quand on lit des webtoons, voilà, il y a quand même la spécificité. Enfin, la Corée du Sud apporte effectivement sa personnalité, comme le Japon l'a apporté au travers du manga, sur des sujets, sur des thématiques, sur des genres. Par exemple, le boys love, qui est un genre qui représente à peu près 10% du marché coréen, émerge aussi en France. C'est vraiment pour le coup, une initiative coréenne. Voilà, bon, il y a comme ça des genres, des thématiques, des sujets qui sont propres évidemment à la Corée du Sud. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des codes qu'on retrouve, bien évidemment, ne serait-ce que parce que la Corée du Sud a été sous influence américaine ou japonaise. Donc, de toute façon, il y a des codes occidentaux et japonais. Voilà. Après, encore une fois, moi, je pense que bon, le bon webtoon, c'est une bonne histoire. Enfin, c'est comme le manga. Enfin, s'il n'y a pas de bonne histoire, il n'y a pas de bon webtoon. Donc, en fait, pour rebondir sur tout à l'heure, il y a vraiment de la création. Après, sur le flux de production, on peut en parler. Il y a effectivement la nécessité de l'hebdomadaire fait que effectivement le flux de production est très élevé. D'où ces studios, d'où ces équipes effectivement qui sont staffées de manière importante. Mais c'est lié au flux lui-même. C'est que vous devez fournir du flux tous les jours. Antoine, justement sur cette question du flux et sur cette question esthétique, on sait que pendant longtemps, le manga ne pouvait pas être français parce qu'il ne ressemblait pas assez aux japonaises, soi-disant, disaient les lecteurs. Est-ce que vous, quand vous lancez les Chroniques barbares ou dans d'autres webtoons, vous dites il faut que je dessine comme des Coréens ? Non, je ne vais pas essayer, déjà parce que je pense que ce serait une forme d'appropriation c'est pas quelque chose que je cherche à faire. Moi, ce que je pense, c'est que le webtoon, je l'ai vu comme un format au sens le plus simple et primitif du terme, c'est-à-dire un format vertical. Un format que je vais faire défiler sous forme de portrait et pas de paysage. Et je me suis dit, dans cette façon de narration, j'ai vraiment eu une approche purement formelle et pas du tout sur le fond ou sur le sens du récit. Pour moi, je n'ai pas adapté le ton, je n'ai pas adapté le style et je n'ai pas adapté le propos à un format, parce que pour moi, le format, c'est juste ça, c'est un format. Et une fois qu'on a créé, en fait, que ce soit par le biais d'import ou d'achat de licence, une pratique de lecture qui sera une pratique de lecture verticale, on peut faire lire à peu près n'importe quelle création, qualitative bien sûr, sous un format vertical. Si aujourd'hui, De Cap et De Croc, la bande dessinée se fait sous format vertical, c'est pas quelque chose qui va être interdit. Si on sort Achille Talon au format vertical parce qu'il y a des gens qui veulent lire Achille Talon au format vertical, ça me choque pas. Est-ce que ça constitue un webtoon ou non? C'est probablement pas à moi de le décider. Mais en tout cas, ce sera un format traditionnellement webtoon. Très bien. Oui. Eloi, vous voulez rebondir sur... Sur Achille Talon, qui est dans la maison, est-ce qu'il y aura une adaptation webtoon? Je ne suis pas sûr. Je ne m'engage à rien. Ne nous engageons pas. Que dis-tu, Antoine, s'il te plaît? Et je rejoins effectivement, au-delà de la question du format qu'Antoine soulève, qui est vraiment côté artistique. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait vivre. Et le webtoon français est d'ailleurs là pour s'emparer de ce sujet. Il y a effectivement surtout la question du lectorat que Thierry évoquait. Et aujourd'hui, le lectorat est essentiellement sur Webtoon Never. Je crois qu'on n'a pas besoin de... Vous irez voir les chiffres, ça parle de soi-même. Il est majoritairement féminin, qui lit donc à peu près tout, et il est majoritairement très jeune. Donc, est-ce qu'Achille Talon coche ces différentes cases? Je vais vous laisser répondre ou relire Achille Talon en format papier. Donc. Sébastien, oui. Alors... Oui, sur ce que tu viens de dire, j'ajouterais peut-être plusieurs choses. La première, c'est que c'est intéressant et colossal, on a une très belle illustration, c'est que effectivement le lectorat tel que considéré en France aujourd'hui du webtoon est plutôt féminin, plutôt amatrice de romance. Alors, moi, les données que j'ai sur le marché, notamment par le biais de Sortie Manga, qui est une start-up qui est à la station F et qui fait un travail assez formidable d'analyse des chiffres, c'est pas si évident que ça. L'autre point, mais je préférais laisser Rémi Juet, qui est le patron de Sortie Manga, dévoiler ses analyses, parce que c'est beaucoup plus nuancé vraiment en termes de diversité du lectorat. L'autre point, c'est que en France en tout cas, les auteurs de webtoons sont plutôt des autrices,
parce que beaucoup d'entre elles, donc dans le cadre du festival, j'ai eu le plaisir d'en rencontrer un certain nombre, même des autrices d'ailleurs italiennes et au-delà de la France, et elles trouvent dans le webtoon qu'elles lisent d'abord et ensuite qu'elles vont dessiner des aspirations créatives qu'elles ne peuvent pas forcément trouver dans la BD traditionnelle. C'est pour ça aussi qu'elles sont contentes de pouvoir investir le champ du webtoon. Et puis le dernier point, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment au tout début de l'histoire. Et moi, j'ai quand même, je me méfie beaucoup de me dire attention, c'est que que le webtoon c'est que pour les filles. J'y crois pas trop. Par contre, ce à quoi je crois, c'est tout simple. Hein, c'est vraiment là, c'est le papa qui parle. C'est à partir de quel âge je mets ça entre les mains de mon enfant pour qu'il puisse y lire une bande dessinée. Objectivement demain ou après-demain. Le webtoon, la question va se jouer là. C'est-à-dire à quel âge vous mettez un smartphone dans les mains de votre enfant pour qu'il lise du webtoon ou autre chose, hein, ou qu'il écoute Merlin, dont il y a la pub à la radio en ce moment, ou ce que vous voulez. C'est ça le sujet. Et après, comment est-ce que le webtoon, comme Spirou a pu le faire, comme toute la littérature, parce que c'est quand même assez extraordinaire, le webtoon, ça remet en selle la BD en mode feuilleton, qui a disparu des kiosques il y a 25 ans. Il n'y a que Spirou quasiment et le journal de Mickey dans une moindre mesure qui sont des survivants de cette période-là, et le webtoon redonne un essor au feuilleton en bande dessinée. Et donc ça veut dire aussi que les jeunes qui lisaient Spirou il y a 25 ans, 30 ans, dont j'étais jeune à l'époque, on peuvent aspirer aussi à se dire le Spirou, le Spiroun peut-être demain, le webtoon de Spirou, ça sera peut-être leur lecture et c'est bon, je te donne les droits. Non, et très sérieusement, le Spirou de demain ou le Marvel de demain ou le One Piece de demain, c'est peut-être là, voilà. Et c'est donc évidemment un travail de très très longue haleine. Et voilà. Mais je pense vraiment qu'il ne faut pas limiter le webtoon à une catégorie de lectrices. C'est peut-être vrai dans une grande mesure aujourd'hui. Mais le webtoon, c'est comme la bande dessinée, c'est pour tout le monde à terme. Oui. Éloi, vous voulez rebondir, puis après il y a Thierry Roseille si vous voudrez parler. Vous voulez rebondir? Deuxième démenti, Spirou s'appelle toujours Spirou. Tout va bien. Tout va bien. Oui, il y a une dimension aussi qui est liée au webtoon, c'est donc vraiment le business model, c'est-à-dire que cette notion de coin, donc sur un webtoon, les 3 premiers épisodes sont gratuits généralement, et ensuite vous payez effectivement au travers de ces packs, à travers cette monnaie virtuelle qu'on appelle coin ou jeton. Ça, c'est intéressant aussi dans le développement du numérique, parce que le numérique a souvent été bloqué par ces histoires en tout cas de discussion autour du paiement en ligne, de l'abonnement numérique, et ce format de jetons, de coin, permet en tout cas aux plus jeunes d'avoir un pouvoir d'achat et d'acheter ce que je vais lire en fait. Et ça, c'est associé aussi à notre vision, c'est que vous avez une notion d'exclusivité qui est, entre guillemets, un petit peu particulière avec la webtoon, c'est que vous pouvez retrouver une série sur plusieurs plateformes. Et quand vous interrogez les fans de webtoon, vous vous rendez compte que notamment les lectrices, elles ont 2-3 plateformes. Donc elles vont aller piocher ces différentes séries sur les différentes plateformes. Avec cette notion de pack, elles peuvent comme ça gérer leur pouvoir d'achat. Et on le voit d'ailleurs avec l'initiative Verytoon sur Pass Culture, effectivement que ce genre de pratique effectivement, est d'autant plus forte sur les plus jeunes, évidemment, qui ont moins de pouvoir d'achat. Donc je pense que dans le développement du numérique, le Webtoon aussi amène une réflexion autour du modèle économique, et notamment par rapport à notre discussion sur l'abonnement numérique, qui nécessite de fortes contraintes en fait, pour l'abonné. Quand je ne retrouve pas ma série, je me désabonne. Oui, là-dessus, je peux même, vu qu'on a testé tout un tas de modèles avec Webtoon Factory avant de passer à Ono, c'était pour ça que Webtoon Factory était là, on a même testé l'abonnement numérique qui, de fait, est le modèle qui a le moins bien fonctionné, je pense, parce qu'il faut une telle masse de séries. En fait, il faudrait être Netflix véritablement, ou Disney+, mais une telle masse de séries ou une telle masse de licences originales que ça devient quasi impossible. De fait, l'achat en coins permet plus facilement de gérer sa bibliothèque, et néanmoins, tu pose une vraie bonne question qui est de dire comment faire quand les séries se retrouvent sur 3, 4, 5 plateformes. Ça devient la guerre des plateformes et non plus la guerre des séries. Et là, ça repose d'autres questions au niveau de comment on défend nos artistes. Et ça, pour l'instant, le marché français, du moins côté éditorial, la question qu'on peut poser, même si c'est moi qui la pose, et ce qui est très bizarre, je me sens un peu schizophrène, c'est est-ce que les éditeurs sont amenés à créer les plateformes de demain? J'en sais rien. Enfin, on a tous des réponses plus ou moins, mais
ça pose la question de l'exclusivité et de la création. Donc à la Disney+, pour le coup, à la Netflix, où on voit qu'ils font de plus en plus leurs propres contenus, leurs propres IP. Alors la question de la diffusion, effectivement, elle est au cœur du sujet, mais aussi au cœur de la question de la rémunération des auteurs. Antoine, est-ce que vous voulez, alors sans forcément tout révéler, mais enfin, est-ce que vous voulez, mais un témoignage là-dessus, parce qu'on entend bien que c'est un nouveau système, c'est une nouvelle diffusion qui n'a pas encore trouvé le mode définitif. Est-ce qu'en termes, du côté de la création, est-ce qu'on peut vivre du webtoon comme on vit de la bande dessinée dans Spirou, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, seul, en studio? Je me sens dans un milieu légèrement hostile pour parler de chiffres, donc je ne vais pas le faire. Mais peut-on en vivre? Oui. Non, en fait, on peut en vivre, oui. En fait, ce qu'il faut avoir en tête dès le début, c'est la spécificité du format. Un webtoon n'est pas une BD papier. L'apport graphique qu'on va avoir en webtoon n'est pas le même qu'une BD papier. On peut se permettre en fait des raccourcis qui relèvent de l'animation, d'où les parallèles qu'on fait assez souvent. Qui permettent d'aller plus vite dans la création, de sortir des épisodes plus vite, et du coup, effectivement, d'enchaîner des épisodes et des factures d'épisodes plus souvent. Et ça, c'est ce qui permet d'en vivre. Donc très prosaïquement, oui, on peut en vivre, ça dépend si on adapte son style, si on n'essaye pas de faire de la BD en webtoon, c'est plus facile. Mais on sent que le format est encore jeune, on sent que les pratiques sont encore jeunes en France, et les éditeurs un peu courent derrière pour voir ce qui est possible d'être fait. Mais à ce jour, je pense que c'est possible et envisageable. Oui, Éloi, oui, je vais... La parole à l'éditeur quand même. Je précise effectivement la question même de est-ce qu'on peut vivre de la bande dessinée en France. Je pense que ça ferait des tables rondes entières. Il y a une question de rapidité. Alors, en l'occurrence, l'exemple de Colossal qui est encore sous mes yeux, c'est exprès. Et parlant, les autrices ont plusieurs fois pris la parole sur ce sujet. Ça fait partie des rares auteurs de Webtoon Never à vraiment avoir défendu, à avoir expliqué la façon dont Never payait. C'est pas du tout la même chose entre nous et Never, par exemple. Nous, on a vraiment un contrat d'auteur classique. On a le même contrat que pour Spirou, effectivement. Aussi bizarre que ça puisse sembler, on a vraiment la même approche, donc des avances de droits, etc. On pourra revenir pour celles et ceux que ça intéresse. Là où, par exemple, Never paye hors avance de droits, c'est vraiment du fixe, un peu comme... j'ai pas trop de rapport, à vrai dire, c'est seul. Pardon, je te coupe, mais c'est comme YouTube, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des tableaux de revenus, donc qui sont évidemment définis par eux, donc qui sont jugés partis, évidemment. Donc, qui sont indexés sur l'audience, qui sont indexés sur différents critères, et en fonction de la performance du webtoon, l'auteur il va toucher un certain montant. Sauf que évidemment l'auteur, exactement comme YouTube, et c'est des problématiques que les vidéastes sur YouTube rencontrent aussi, sont totalement pieds et poings liés. Dès lors que si demain, pour des raisons X ou Y, Naver décide de dropper le prix du chapitre par rapport à une audience, c'est-à-dire d'un seul coup vous gagnez 1 000 € par chapitre et d'un seul coup ça devient 500, et il y a aucune, au moment où je vous parle, il n'y a aucune possibilité d'aller dire non, c'est trop abrupt, moi je peux pas, c'est compliqué. Voilà. Par contre, il y a un point quand même, puisque il faut juste, parce qu'il y a le point de vue des auteurs, mais sachez que en substance, un épisode de webtoon, ça coûte, en moyenne, entre 500 et 1 200 € en moyenne. Un épisode, un chapitre. Donc si vous faites une saison de 26 épisodes, vous calculez ce que ça représente. Si vous faites une saison de 52, vous calculez. Voilà, j'ai bien dit, c'est une moyenne. Attention, hein, c'est pas une moyenne négociée, c'est une moyenne. Donc si vous vous dites, voilà, moi je suis producteur, je veux faire du webtoon demain, combien ça me coûte de faire mon webtoon? Vous avez un ordre de prix. C'est bien, on sort les chiffres là. On y va. Alors, moi, j'ai aucun contrat avec personne. J'ai même pas peur, monsieur. Je te prends quand tu veux. Alors, je précise quand même, oui. Histoire quand même de cadrer. Je suis désolé, mais Never a un contrat cadre avec ses auteurs. J'anticipe d'éventuels problèmes, mais bien sûr que Never fait signer un contrat cadre à ses auteurs en original. Là, Sébastien parle vraiment de la partie. Pas original, je sais pas. Oui, de création, c'est la partie de création de la partie création où là chacun, même vous demain, n'hésitez pas à publier votre
épisode de Webtoon et à trouver vos lectrices et lecteurs. C'est vraiment ouvert à tout le monde. En revanche, du côté original, là qu'on voit, c'est l'image du milieu. Il y a des contrats cadres avec les auteurs et les autrices françaises. Les tarifs sont à peu près ce que Sébastien évoque, voire parfois moins. Et aujourd'hui, bon, ne travaillant pas chez Never, je ne connais pas leur contrat par cœur. En l'occurrence, effectivement, les tarifs annoncés sont à peu près les bons. Il y a beaucoup de débats en ce moment et c'est normal. Les auteurs nous demandent aussi. Le gaz augmente pour tout le monde, donc c'est logique que les éditeurs et les grosses boîtes comme Never suivent. Et c'est pas fixe ni mouvant. Donc oui, on peut vivre du webtoon en France au même titre qu'on peut vivre de la bande dessinée, évidemment. Oui, Thierry. Oui, enfin, je reviens sur mon idée d'économie. Il y a vraiment une économie du webtoon et donc dans l'usage du webtoon, vous avez les séries en cours et les séries terminées. Pourquoi ? Comme sur Netflix d'ailleurs, on voit des comportements de lecture plus fortes, évidemment, quand la série elle est terminée. En tout cas, ça a un paramètre important. On voit également des séries qui sont en cours et des séries qui ne sont pas finies. Pourquoi ? Parce que c'est l'économie. Il n'y a plus d'offres et plus de demandes. Ben, le studio s'arrête. Et à contrario, quand la série marche, comme Solo Leveling ou autre, là, on crée des saisons, on crée des spin-offs et ainsi de suite. C'est effectivement des réflexions vraiment économiques. Voilà. Alors avec la qualité, hein, bien sûr, parce qu'on voit bien le succès de certaines séries, mais également aussi des fois avec peu de qualité. Ça, c'est vrai aussi. Et voilà. Et ça demande effectivement en termes à la fois de création, mais de production, effectivement des efforts très très importants de la part des équipes qui produisent à ce rythme hebdomadaire. Donc, faut pas oublier que voilà, le webtoon est dans cette réflexion économique et industrielle. Donc, par rapport à nous, on a effectivement cette notion plus culturelle, plus artistique par rapport à l'auteur. Et voilà, donc, c'est vraiment une approche qui est effectivement assez différente, en tout cas sur les plateformes coréennes aujourd'hui. Le temps passe très vite, il nous reste quelques minutes, alors je vais vous donner la parole si vous avez des questions. Vous levez la main, vous passez un micro, ou, si c'est possible. On peut, Clémentine ? Oui, bonjour. Alors, j'ai 3 questions plus exactement à poser. La première, c'est quel est le chiffre d'affaires global de Webtoon en France ? Quand même, parce que c'est comme ça. La suivante, non, les 2 autres, c'est plus anecdotique. C'est sur le journal de Spirou. Vous avez dit, Éloi, que entre les années 60-70, il y avait des auteurs qui arrivaient à livrer 10 planches par semaine. J'aimerais savoir lesquels, parce que ceux-là, je les connais pas du tout. Et troisièmement, votre barbe, c'est pour rappeler Yvan Delporte ou pas ? Alors, Yvan Delporte est bien sûr quelqu'un que j'admire beaucoup. Lisez tous le Trombone illustré. Pour ceux qui n'ont pas la référence, il suffit de taper Yvan Delporte dans Google et vous comprendrez. Pour Spirou, le 10 planches par semaine que j'évoquais, c'était le studio Franquin. C'était pas un auteur, c'était effectivement, pour revenir sur cette histoire de studio, à la grande époque de Spirou, Franquin et ses confrères. Roba, JDM, Will, etc. Étaient vraiment... Voilà, ils étaient en studio, ils partaient en vacances ensemble et Franquin gérait son entreprise comme un bon père de famille belge de l'époque. Et de fait, ils arrivaient jusqu'à 10 planches par semaine. C'était assez fou comme façon de produire. Pour ceux qui ont envie, on a sorti tout un tas de bouquins chez Dupuis là-dessus. Je vous laisserai aller chez votre libraire ou votre vendeur de livres préféré. Et enfin, pour le chiffre d'affaires du webtoon, alors là, franchement, je sais combien je dépense, mais je ne sais pas combien je gagne. Voilà, c'est pour être très transparent. Moi, juste, mais vraiment un micro-complément sur cette question. Donnez-moi le chiffre d'affaires réel du livre numérique en France. Allez-y. Je peux vous dire que ça n'existe pas. Le vrai chiffre d'affaires du numérique en France. Ouais, c'est vraiment très difficile de répondre parce que pour l'instant, on n'a pas assez de recul. On a un chiffre d'affaires, Thierry, que tu connais peut-être du webtoon coréen. À l'échelle mondiale, il est gigantesque. À l'échelle mondiale, c'est bien, mais à l'échelle française, c'est mieux. Les chiffres qui circulent, donc effectivement, la plateforme Never annonce près de 2 millions d'utilisateurs d'inscrits. Le souci, c'est que les paramètres qui sont définis, inscrits, utilisateurs, visiteurs, c'est un peu flou. Mais en tout cas, la plateforme Never a à peu près entre 2 millions, 2 millions et demi. La plateforme d'Elitoon qui a lancé le webtoon en France il y a maintenant une dizaine d'années. 2016. 2016 revendique à peu près 600 000
inscrits. Voilà, donc je pense qu'on doit être entre 2 et 4 millions d'utilisateurs voilà, en ce moment. Et je vous dis ça, mais il n'y a pas vraiment de référence. Oui, mais vous savez quand même combien vous vendez de coins par an? Oui. Ah, ça s'appelle un chiffre d'affaires, ça. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, vous avez vu Solo Leveling sur le label Keybooks, il y a 7 tomes qui sont sortis. Il y a 1,4 million d'exemplaires qui ont été vendus sur ces 7 tomes. En papier. En papier. Et moi, côté Verytoon, j'ai vendu un demi-million d'épisodes de Solo Leveling sur la plateforme. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Sachant que le pouvoir de Keybooks, évidemment, en papier, pas le même que celui de Verytoon. Hein. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Ça vous montre que quand même, il y a un fort succès de certaines versions papier. On parlait de l'Or Olympus, mais il y en a d'autres. Voilà, qui sont très importants. Il y a des gros succès papier. Et voilà, et sur les plateformes, je peux vous dire, il y a des écarts qui sont importants. Et selon comment on compte, parce qu'on parlait des valeurs de coins, mais les valeurs de coins vont de 1 centime à 20. Donc, si vous voulez, voilà, il y a aussi là une harmonie qui est en train qui va sûrement se... En tout cas, c'est quand même un marché assez émergent, donc les choses sont en train de se structurer, mais c'est encore tôt. Hein. Enfin, voilà, nous, on n'a que 2 ans, Webtoon 4 ans. Enfin, voilà, Dailytoon, ça fait 2016. Hein. C'est assez tôt, hein. C'est encore tôt. Ce que je peux vous répondre, en tout cas, c'est qu'à l'échelle de Média Participation, aujourd'hui, c'est encore un projet qui est en recherche et développement. Voilà. À la fois au niveau auteur, création, mais aussi au niveau plateforme et nouvelles habitudes de lecture. Voilà, pour les chiffres officiels, donc on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Il y avait une autre question, un tout petit peu plus haut. Quand ils seront meilleurs, c'est ça, mais c'est pas grave. Non, mais c'était une bonne question, monsieur. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant, puis un sujet que je ne connaissais pas du tout. Alors j'ai bien compris qu'en France, on est encore au balbutiement du webtoon, mais j'ai pas pu m'empêcher de me questionner sur les perspectives d'évolution du format. Et notamment, Sébastien, tout à l'heure, vous évoquiez cette formule, le YouTube de la bande dessinée. Et moi, ça m'a porté à m'interroger sur la question de YouTube. On a pu constater une multiplication des registres, des sujets abordés pour un même type de format. Et donc, moi, je m'interroge sur les perspectives pour le webtoon, notamment en matière pour faire le parallèle avec YouTube notamment, récemment, je constate l'émergence de ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique, avec même des partenaires comme Arte qui sont producteurs de certains contenus. Et donc voilà, je me demandais si le webtoon a vocation, en tout cas si c'est une perspective possible d'évolution de ce type de format. Merci. Merci. Alors, oui, il y a même des projets, notamment en Corée. Il y a des projets avec l'ambassade de France, etc., sur de l'histoire, par exemple. Il y a des projets avec le ministère des Armées. Voilà, il y a des choses qui sont en train d'émerger dans le cadre de la relation franco-coréenne, par exemple, voilà, sur des sujets effectivement qui intéressent et qui vont sensibiliser notamment les lycéens, les collégiens, les étudiants. Donc voilà, des projets concrets en fait par rapport à votre question. Alors, votre question était sur les formats, mais j'ai l'impression que c'est plutôt en réalité sur les contenus. Parce que les formats, le webtoon en tant que tel, il n'a pas vocation à bouger plus que ce qu'il est déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des webtoons, alors c'est très rare, hein, mais vous avez des webtoons où vous avez de l'animation par exemple. Vous avez des webtoons où vous avez des petites pastilles sonores. Ça existe. Mais c'est objectivement marginal, pour le dire autrement, le mieux est l'ennemi du bien. Un webtoon se suffit à lui-même. Si l'histoire fonctionne, et il n'y a pas forcément de rajouter des poètes-poètes et des effets. Voilà. Donc ça, je parle du format. Je parle vraiment du format. Le webtoon, en tant que format, entre guillemets, il a fait la preuve de son efficacité, en tout cas au regard du succès de Dailytoon, l'un des pionniers, au regard du succès de Naver et de Picoma et de tous les autres. Le format lui-même ne va pas forcément changer. Ce qui va changer, c'est plutôt les contenus. Thierry vient de donner un exemple. En fait, en réalité, aujourd'hui, une anecdote rigolote, pour Webtoon Factory, on a fait le lancement au festival d'un webtoon sur l'escrime. Tradition française, sportive s'il en est, ça n'existait pas. Aujourd'hui, en fait, le webtoon peut être un champ de narration absolument incroyable, mais comme il l'est dans la bande dessinée. Aujourd'hui, on a encore des nouveaux courants dans la bande dessinée qui apparaissent. Le BD journalisme, ça a 15 ans, c'est pas si vieux que ça. Donc voilà, le journalisme en webtoon, ça n'existe pas à ma connaissance encore, mais peut-être qu'on y va.
Voilà, mais parce que en fait c'est de la bande dessinée et qui ensuite on l'investit, les artistes vont l'investir en fonction de ce qu'ils ont envie de dire. Il y a Dailytoon, ils ont par exemple une plateforme de webtoon pour adultes avec des contenus érotiques, explicites. Ça existe aussi et c'est des contenus évidemment qui sont attractifs si je puis dire. Voilà. Alors, tu parles du journalisme en webtoon, c'est quelque chose en fait qu'on a fait avec Webtoon Factory. C'est le journal Le Soir en fait qui, pour une édition spéciale, a demandé à des auteurs de Webtoon Factory de créer des épisodes spéciaux sur des thèmes assez précis. On est en partenariat avec une association qui s'appelle, je ne sais plus, Île de Paix, merci, qui était une association en fait sur l'agriculture un peu plus raisonnée, un peu plus durable. Donc moi, par exemple, j'ai réalisé un épisode spécial de ma série pour le journal Le Soir, qui a été diffusé sur les plateformes numériques du journal Le Soir, et qui est un épisode entièrement pédagogique dans le ton de la série, dans l'univers de la série, mais pédagogique sur l'agriculture dans le contexte expliqué dans la série. Donc on fait des projets pédagogiques, on fait des projets qui élargissent un petit peu en fait le contenu webtoon vers des choses un peu plus différentes que la fiction ou la narration pure. Je pense qu'on a répondu à votre question. On va peut-être prendre une dernière question. Merci. Merci, bonjour. C'est très clair, très intéressant. J'ai une question sur les adaptations. Est-ce que notamment pour ceux qui font de la création, est-ce que des webtoons ont été adaptés au cinéma, en série télé? On pense à Squid Game, qui n'est pas forcément, je crois, inspiré d'un webtoon, mais est-ce que ça existe? Et est-ce qu'il y a des projets? Oui, alors on parlait tout à l'heure du one source multiple use, donc il y a vraiment cette économie qui est mise en place au travers des webtoons. Vous avez sur Webtoon, vous avez par exemple Qu'est-ce qui cloche avec Secrétaire Kim, qui est un drama qui est connu. Vous avez des films effectivement qui sont issus. On va même plus loin, c'est-à-dire que vous avez même des éditeurs de romans en Corée qui font une version web novel, donc sur le principe du webtoon, donc qui font effectivement des épisodes de leur roman. Ce web novel se transforme en webtoon, ce webtoon se transforme en drama, ce drama devient un film, et vous avez certains, j'allais dire, musiciens, en tout cas chanteurs des K-pop, qui se retrouvent dans les séries. Donc il y a vraiment cette économie qui est mise en place. Et de plus en plus, notamment par rapport à l'économie, la Corée développe effectivement cette synergie, aussi pour exporter son fameux soft power et vers l'Occident. Et vous voyez effectivement apparaître ces séries. Si vous allez sur la plateforme Viki, c'est une plateforme dédiée aux séries drama coréennes, vous allez retrouver inspiré d'un webtoon. Et alors nous sur K-Books, on a fait notamment on a fait l'adaptation d'un webtoon qui était sur Netflix, des zombies, Hellbound qui est une série qui a cartonné aussi sur Netflix. Donc on voit bien toutes ces synergies. C'est ça qui est très intéressant, je trouve, par rapport effectivement à notre approche en silo, où on avait l'édition, le cinéma, etc. Avec la Corée, quand Sébastien vous parlait de la vague Hallyu, c'est vraiment ça. En fait, tout est englobé. Et vous avez des adaptations qui sont très réussies, entre un webtoon et un drama. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant, en tout cas quand on le regarde effectivement de France. Et côté création française, c'est pas à ce point-là. J'aurais bien aimé dire l'inverse. Ça aurait été incroyable de révéler une série d'animation là comme ça en live. Mais en l'occurrence, de fait, pour le coup, les transformations en livre sont nombreuses. On a parlé de Colossal, nous chez Dupuis, on en a bien évidemment. On a Arena qui a été fait, on en a 5 ou 6 qui arrivent l'année prochaine, en fonction de mon temps de sommeil ou non. Côté transformation dessin animé, pour le coup, ça passe exactement comme n'importe quelle bande dessinée ou roman français par le milieu éditorial. Donc effectivement, Sébastien, je crois que c'est toi qui le disais, chez Média Participation, on a Mediatoon, on a des studios. Voilà. Est-ce que je me souhaite les mêmes succès que Mortel Adèle? Bien sûr, je me souhaite tout à fait ce succès-là et j'espère revenir avec un jour. Très bien, merci beaucoup à tous. Merci Sébastien, Éloi, Antoine et Thierry, merci.